Bonjour, merci d'être ici devant votre écran d'ordinateur cet après-midi. On a la chance d'avoir Caroline Duchesne cet après-midi qui va nous parler de l'impact et la complexité des aérosols. On va voir des cas pratiques sur nos fermes laitières et plein d'autres expériences que Caroline va nous partager. Donc, professeure Caroline Duchesne est chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie Québec, Université Laval. En 2000, elle fonde le groupe de recherche sur les bioaérosols, leader mondial en aérovirologie, analyse du microbiote de l'air, bioaérosols in vitro, hygiène industrielle et santé agricole. Elle travaille en étroite collaboration avec des médecins, ingénieurs, agronomes, physiciens, afin de développer des projets de recherche transdisciplinaires visant à comprendre le rôle des bioaérosols dans plusieurs contextes, santé publique, vétérinaire, agriculture, industrie et hôpitaux. Elle a supervisé plus de 115 étudiants, participé à plus de 120 projets de recherche financés par des agences provinciales, nationales et internationales. Elle a publié plus de 550 manuscrits évalués par des pairs, et résumés, rapports et en plus de chapitres de livres et des rapports scientifiques. Elle a fait partie de nombreux comités nationaux et internationaux et a présidé de nombreuses sessions de conférences internationales. Elle est régulièrement sollicitée par les médias grand public et est active dans l'application des connaissances. Le professeur Duchesne est titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les bioaérosols et a été chercheur boursière du FRQS et des IRSC. Donc, on va sûrement en apprendre beaucoup sur les bioaérosols, ce qu'on a tendance à sous-estimer souvent parce qu'on ne le voit pas. Donc, Caroline, si tu veux passer à la prochaine diapo, on va faire les petites recommandations d'usage. Donc, pendant la présentation du professeur Duchesne, vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre micro à mute. Par contre, si vous voulez laisser vos caméras, Caroline nous a mentionné qu'elle aimait bien voir les visages des gens à qui elle parle. Donc, vous pouvez laisser votre vidéo ouverte. Et puis, pour intervenir, on va avoir des périodes de questions. Donc, si vous voulez, par le chat ou à main levée, on va essayer de suivre les questions au fur et à mesure qu'elles vont se présenter. Puis, je peux lire les questions pour vous aux périodes de questions que vous aurez écrites dans le chat. Donc, sans plus de préambule, je vais laisser la parole à Caroline Duchesne. On va parler des bioaérosols. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maryse, pour l'introduction. Merci tout le monde de votre présence. Je suis vraiment ravie d'être ici. C'était un rendez-vous manqué à plusieurs reprises avec Maryse. Elle m'avait invité à quelques reprises d'aller discuter avec vous. Puis là, aujourd'hui, ça peut avoir lieu. Je suis vraiment super contente. J'espère que cette présentation-là va vous dresser un portrait qui se veut un peu général. On va couvrir différentes thématiques qui touchent au bioaérosol, autant des généralités, des trucs plus techniques qui parlent de l'échantillonnage. On va parler d'exposition en agriculture, des effets sur la santé. Puis par la suite, on va parler des fermes laitières au Québec, la maladie du poumon de fermier. On va prendre une petite pause, puis par la suite, on va parler de certains projets de recherche qu'on a fait plus récemment. Puis finalement, j'ai tenté ou j'ai fait des recherches pour trouver quelques exemples qui touchent l'industrie alimentaire et les bioaérosols, un peu pour aller chercher peut-être une partie de votre intérêt. Donc, n'hésitez pas, s'il y a n'importe quelle question, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous pendant cette activité-là. Donc, la Chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à plusieurs aspects du contenu microbien dans l'air, autant au niveau, j'ai mis différentes images ici qui parlent du développement de méthodes de mitigation des bioaérosols, donc pour nettoyer l'air, en fait, l'exposition en milieu de santé, l'exposition en milieu agricole. On développe aussi des modèles de virus pour étudier le comportement des aérosols viraux. On construit des chambres d'aérosols pour une étude vraiment en laboratoire et on fait aussi beaucoup de bioinformatique. Donc, en gros, c'est quand même un domaine de recherche très, très vaste. Puis, moi, je me réjouis, je dis souvent qu'on est comme au Moyen Âge de la recherche sur les bioaérosols, c'est-à-dire que tout est à faire. Il y a beaucoup d'opportunités de recherche, beaucoup de questions encore auxquelles on peut répondre. Donc, en quelque sorte, souvent, quand on a un intérêt, ben, il y a une possibilité de faire des projets là-dessus, puis c'est vraiment super stimulant. Donc, les bioaérosols, c'est quoi? Pour ceux d'entre vous qui ne seraient vraiment pas familiers avec ça, c'est vraiment tout ce qui contient, tout ce que l'air contient qui provient d'un organisme biologique à la base, donc soit des micro-organismes entiers, des virus, des moisissures, des levures, des bactéries, des archées, ou des portions structurales de ces micro-organismes, comme des parties de la paroi, des endotoxines bactériennes, des lipides,
des mycotoxines aussi, ainsi que des produits biologiques, mais qui proviennent d'autres organismes vivants. Donc, les allergènes d'animaux, les allergènes d'acariens font partie de ce qu'on appelle les bioaérosols. Et bien sûr, on est exposé pendant notre vie, à chaque jour, à chaque minute, à de l'air nécessairement parce qu'on respire. Donc, on est exposé à des bioaérosols, puis la plupart du temps, ça ne cause aucun problème. Sauf qu'à l'occasion, dépendamment du contenu en bioaérosol ou bien de notre état de santé, ça peut avoir des impacts là, significatifs sur la santé de différentes natures. On a beaucoup parlé de la COVID qui se transmet par l'air, mais ça peut être aussi des allergies saisonnières ou d'autres maladies un peu plus chroniques là, associées à une exposition. Donc, les maladies qui peuvent être causées par les bioaérosols sont vraiment diverses. Je vous ai mis ici certaines images. Le rayon X, ça représente vraiment le rayon X d'une personne qui est atteinte de la maladie du poumon de Fernier avec une infiltration qu'on est capable d'observer à l'image, de la bronchite chronique chez les producteurs de porc, de la toux excessive chez les producteurs industriels, l'asthme, qu'il soit professionnel ou qu'il soit un asthme au foie ou un asthme dans la nature, la rhinite allergique, la bicinose en bas à gauche, donc les travailleurs de coton exposés aux endotoxines, les maladies infectieuses, des maladies respiratoires comme le poumon du jacuzzi, donc les bactéries qui peuvent s'accumuler dans les spas qui peuvent causer des maladies, ainsi que par exemple, on voit ici un dommage, là, des moisissures qui vont se développer dans une maison, par exemple, qui aurait subi un dommage par l'eau. Donc, les maladies qui peuvent être causées par le bioaérosol sont tellement diverses, fait que ça dépend vraiment de chacune des situations. Alors, pour comprendre des effets sur la santé, il faut nécessairement échantillonner l'air. Et échantillonner l'air, ce n'est pas comme échantillonner l'eau ou le sol ou une personne. Il y a nécessairement tout un aspect de concentration du contenu dans l'air parce que les bioaérosols sont hyper dilués dans l'air. Donc, contrairement à l'eau, si vous preniez une bouteille d'air, que vous la fermiez, que vous vouliez aller analyser le contenu biologique de cette bouteille d'air-là, ben, vous n'auriez pas assez de matériel pour travailler. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec l'eau. Parce que pour l'eau, une bouteille suffit amplement pour caractériser le contenu microbien, le contenu bactérien, le contenu des virus, etc. Donc, pour l'air, il y a nécessairement une approche de concentration qu'on appelle une approche volumétrique, c'est-à-dire qu'on concentre le contenu de l'air sur ou à l'intérieur d'une matrice pour éventuellement en faire l'analyse. Donc, j'ai mis différentes figures. Ici, on voit une photo d'un pétri qui contiendrait, par exemple, une croissance microbienne consécutive à l'échantillonnage de l'air directement sur un milieu de culture ou des images en microscopie optique ou en microscopie à fluorescence. Par exemple, si vous avez un échantillonnage d'air qui impacterait, par exemple, le contenu de l'air directement sur une lamelle de microscope, bien, vous pourriez le regarder. C'est à partir de ce genre d'approche-là, par exemple, que l'été, vous avez à la météo un compte de pollen, par exemple, élevé, moyen, faible. Donc, c'est des impacteurs comme ça qui permettent de faire des comptes au microscope de la quantité de pollen dans l'air. Nécessairement, pour avoir un compte quantitatif dans l'air, ça nous prend un échantillonnage d'air qui va impliquer la collecte de l'air en quantité connue. Donc, c'est toujours associé à une pompe ou à un mécanisme qui va aspirer l'air sur une matrice ou dans une matrice, donc ça peut être un liquide aussi. Mais on va savoir, par exemple, éventuellement, j'ai tant de bactéries par mètre cube d'air ou tant de bactéries par litre d'air ou tant de pollen par mètre cube d'air. Donc, pour avoir un aspect quantitatif, ça nous prend absolument une approche qui va être volumétrique. Le traitement des échantillons va permettre à peu près toutes les approches disponibles pour la microbio, que ce soit de la culture, de la biologie moléculaire, donc la PCR, le séquençage, l'analyse en microscopie, des analyses en immunologie aussi, par exemple, en utilisant des anticorps spécifiques à Legionella pneumophila, par exemple, on peut les détecter dans un échantillon d'air en microscopie à fluorescence, par exemple. On peut faire de la cytométrie en flux. Donc, à peu près toutes les méthodes utilisables pour l'eau, pour les aliments, pour le sol, pour la microbio, même clinique, on peut les appliquer à l'air avec certains, je vous dirais, certaines approches techniques un peu différentes en amont là, pour la gestion d'échantillons, mais vraiment, ça se ressemble énormément. Donc, au niveau des échantillonneurs d'air, je voulais juste vous montrer un petit peu le type d'échantillonneurs qui sont disponibles. Puis certains sont vraiment dédiés à l'échantillonnage qu'on va appeler personnel, je vais vous en parler un peu plus tard, et d'autres à l'échantillonnage stationnaire. Donc, dépendamment de ce qu'on veut démontrer, par exemple, est-ce que vous voulez démontrer l'exposition d'un travailleur à une certaine
population de microbes dans son milieu de travail ou vous voulez vraiment vérifier la qualité de l'ambiance, par exemple, dans une usine. Alors, vous allez choisir votre échantillonneur d'air en fonction de vos objectifs. Puis, il en existe des centaines, mais en gros, il y a 3 grandes familles d'échantillonneurs d'air. Certains qui vont faire appel à la filtration, d'autres à l'impaction inertielle et l'autre à l'impaction tangentielle. Et dans la plupart de ces cas-là, il va y avoir un aspect de taille de particules parce que ce qu'on ne veut pas non plus, c'est ramasser des particules, des insectes, des trucs vraiment trop gros. On veut vraiment avoir la proportion, la famille de particules qui nous intéresse, je voudrais, c'est 100 micromètres et moins. Puis c'est ce qui est peut-être voué à rentrer dans notre système respiratoire aussi. Donc, il existe par exemple des systèmes de filtration vraiment de petits, c'est tout petit, ça se place sur une personne ou des systèmes comme lui qui est en bas à gauche, vraiment qui va être capable d'échantillonner des gros volumes d'air. Dans ce cas-là, ça va être 300 litres par minute. Les autres, c'est autour de 2 litres par minute. Et vous avez aussi comme ça certains exemples d'échantillonneurs. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre milieu, vous êtes intéressé par les bioaérosols, de regarder à quelque part c'est quoi le contenu biologique de l'air, bien, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Puis nous, bien sûr, en tant que labo de recherche, on est toujours hyper intéressé à collaborer, à participer à des études. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, puis vous vous demandez si ça pourrait s'appliquer à mon milieu, contactez-moi éventuellement. Maryse a mes coordonnées, puis on pourrait éventuellement discuter. Donc, on a un parc d'équipements complètement intéressant. On a à peu près tous les types d'échantillonneurs d'air disponibles sur le marché. Donc, on a accès à plusieurs approches disponibles. Je parlais tantôt de l'échantillonnage personnel. Donc, c'est vraiment des capteurs qu'on va mettre sur une personne, le mot dit. Ça va être vraiment pour estimer l'exposition. Donc, par exemple, un travailleur, je donne un exemple de porcherie qui rentre dans sa porcherie 1 heure par jour, mais qui passe le reste de son temps à l'extérieur, à être dans un silo, à travailler ailleurs, à faire une autre tâche. Bien, ce qui est le fun de l'échantillonnage personnel, c'est que l'échantillonneur va suivre la personne pour vraiment être capable d'estimer son exposition. Et ça va donc corriger pour les diverses tâches que cette personne-là va faire. Donc, s'il fait du balai, il soigne ses animaux, il distribue du grain, il fait différentes tâches, bien, on va vraiment avoir accès à ce que la personne a respiré pendant la journée. C'est sur du long terme, 4 à 6 heures d'habitude. Puis ce qui est intéressant, c'est que les valeurs limites d'exposition proposées pour les bioaérosols, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes basées sur un capteur personnel. Donc, ça va être l'exposition mesurée dans la zone respirable là, du travailleur. L'échantillonnage stationnaire, quant à lui, il va être intéressant, par exemple, pour comparer la qualité de l'ambiance par rapport à une régie ou une gestion de bâtiment. Vous avez ici un exemple, d'ailleurs, j'adore cette photo, c'est mon étudiant Kevin Bergeron qui m'a donné sa diapo. La photo est vraiment super belle. Les vaches sont vraiment très drôles. Là. On dirait qu'il le regarde pendant qu'il prend la photo. Mais vous voyez la hauteur du bâtiment, la ventilation très efficace. Donc, on est capable, par exemple, de voir quand il y a de la paille qui est distribuée, comment est-ce que l'air se comporte, parce qu'on va être vraiment en plein centre, là, souvent, du bâtiment. On va être capable d'avoir un aperçu ponctuel de certaines situations génératrices de bioaérosols. On va aussi pouvoir étudier des approches de mitigation, donc l'augmentation de la ventilation, brumisation d'huile, des choses comme ça. Et on doit aussi bien définir nos conditions, donc en situation normale, pendant une activité, donc dans quel moment ou à quelle période de temps on a vraiment pris notre échantillon. L'aspect, je vous dirais, plus négatif, c'est que ça permet difficilement d'évaluer l'exposition du travailleur parce que souvent, on va essayer de se situer dans un endroit central, mais ce n'est pas nécessairement représentatif de ce que le travailleur là, va respirer. Ça, je tiens à le mentionner de plus en plus, depuis les dernières années, au niveau des poussières, parce qu'il y a quand même beaucoup de normes par rapport aux poussières. On utilise souvent des lecteurs directs comme ceux-là qui nous permettent d'estimer les PM10, PM4, 2.5 et PM1, donc les particules de 1, 2.5, 4 et 10 micromètres et moins. Ça va nous donner une estimation en masse, donc en milligrammes par mètre cube. C'est super intéressant. Je vous dirais que peut-être le mauvais côté de ça, c'est qu'à la fin, on a une lecture, mais on n'a pas d'échantillon sur lequel on peut travailler, donc on ne peut pas rechercher de virus, de bactéries dedans. Mais c'est quelque chose qui se déploie quand même rapidement, qui se déploie puis qui génère un résultat intéressant. Donc, on peut savoir, mettons, quand je passe le balai ou quand j'utilise un H-paille dans ma ferme, qu'est-ce qui se passe au niveau là, de l'ambiance puis des poussières qui sont générées. Donc, plus spécifiquement en agriculture, parce que dans notre labo, on s'intéresse aussi aux hôpitaux, aux écoles, des maisons aussi. L'agriculture fait aussi partie de notre programmation de recherche. Beaucoup les poules pondeuses, les poulaillers d'œufs d'incubation, donc qui produisent les poulets, les porcheries aussi, puis les fermes laitières. Ben, ce qui est particulier, c'est les hautes concentrations de bioaérosols. On rencontre dans ces environnements-là des concentrations inégalées
ailleurs, et aussi même inégalé par rapport à beaucoup d'autres types d'industries. Il va y avoir des concentrations de bioaérosols quand même, souvent même spectaculaires selon les types de tâches. La nature de ce qu'on retrouve dans l'air va beaucoup dépendre du type d'élevage ou du type d'environnement où on va étudier. Par exemple, les fermes laitières sont des environnements, je dirais, beaucoup contaminés ou chargés en moisissure. Donc, c'est plus fongique, tandis que les élevages de porcs, c'est plus les bactéries et les archées qui sont présentes. Donc, dépendamment du type d'industrie, on va avoir une population microbienne différente, puis les conséquences à la santé vont aussi être différentes là, selon le type d'environnement. Il va y avoir aussi une grande diversité, puis on va le voir plus tard aussi avec les approches moléculaires culture, à quel point il y a des espèces différentes, puis à quel point aussi c'est difficile de faire le lien entre l'exposition à une certaine espèce et des conséquences sur la santé. Et de même, l'exposition va être très variable, donc dépendamment des industries, les industries se transforment, comme par exemple dans les porcheries, il y a de plus en plus de travailleurs qui sont vraiment des employés, c'est-à-dire qui vont, par exemple, travailler pour des intégrateurs et faire des visites dans plusieurs bâtiments dans une même journée, donc être exposés, par exemple, à temps plein ou à l'environnement des porcheries, tandis que l'ancien modèle, c'était plus le producteur qui était lui-même un naisseur-finisseur, qui rentrait le matin, qui rentrait le soir, passait peut-être une demi-heure ou 2 fois, donc, puis après ça, il s'occupait à d'autres tâches. Il n'y avait pas le même type d'exposition qu'on observe aujourd'hui. Donc, c'est très variable, puis l'industrie est aussi en changement, fait qu'il va y avoir des situations qui sont différentes qu'on ne rencontrait pas auparavant. Alors, au niveau de l'agriculture, ben, c'est quoi les indicateurs? Qu'est-ce qui fait que c'est des milieux intéressants auxquels on doit s'intéresser? Premièrement, c'est l'exposition multiple. Contrairement, par exemple, à des industries chimiques où il va y avoir un ou deux contaminants majoritaires, ben, dans les milieux agricoles, il va souvent y avoir des poussières, des gaz, des odeurs aussi, puis ça va un peu ensemble, mais aussi des agents infectieux, des composés toxiques, des composés immunogènes, donc qui vont comme créer une genre de réaction allergique, des allergènes aussi, et des pesticides. Donc, tout ça mélangé ensemble va faire qu'il va y avoir une réponse qui peut être modulée par la présence de un ou deux ou plusieurs de ces composantes. Et en agriculture, les maladies respiratoires qui ont déjà été documentées, on a l'asthme, bien sûr, l'alvéolite allergique, ça, je vais vous en parler plusieurs fois parce que dans les fermes laitières, c'est la fameuse maladie du monde fermier qui s'appelle aussi la pneumonite d'hypersensibilité. C'est des mots interchangeables. La bronchite chronique, beaucoup chez les travailleurs de porc. La MPOC, donc les maladies pulmonaires obstructives chroniques qui peuvent se développer en fin de carrière. Les cancers, la rhinite allergique. Le STEPO, ça, c'est la mycotoxicose, c'est le syndrome toxique d'exposition aux poussières organiques, par exemple, les travailleurs de silos. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut aussi être causé par une exposition ponctuelle à une grande concentration d'irritants, puis bien sûr les infections respiratoires, soit virales, soit bactériennes. Alors, c'est quoi les situations à risque? Bien, les situations à risque, on va avoir premièrement les bâtiments mal ventilés, les espaces confinés. Donc, autant les élevages en hiver où on va fermer la ventilation au minimum pour conserver la chaleur, où là, on va avoir des concentrations montées des fois de 3 log, donc fois 1000 par rapport à l'été, par exemple. Et les silos, bien sûr, donc tous les endroits reclus où il y a peu de ventilation, bien, ça va être à haut risque d'être exposé. Il va aussi y avoir certaines activités émettrices de contaminants dans l'air, donc mouvement des animaux, utilisation de machinerie, par exemple les hache-pailles, comme j'en parlais tout à l'heure, ou l'entretien et manipulation de fumier de lisier. Par exemple, on est en train de terminer une vaste étude où on s'est intéressé à l'élevage des poules pondeuses en liberté versus en cage enrichie versus en cage classique. Et ce qu'on démontre, c'est qu'en liberté, donc sur du parquet avec de la litière, il va y avoir des taux d'ammoniac et des taux de poussière vraiment significativement plus élevés que lorsque les animaux sont en cage. Donc, c'est toute la balance entre les nouvelles régies d'élevage et aussi d'augmenter de façon conséquente la ventilation pour éviter que les contaminants s'accumulent dans l'air intérieur. Il va y avoir aussi certaines conditions favorables à l'exposition, donc la croissance microbienne, par exemple, si on laisse du matériel comme du fumier en train de composter à l'intérieur ou dans un coin, ou l'humidité dans des bâtiments, la présence de maladies chez les animaux, l'utilisation de litières comme de la paille ou du brin de scie ou du bois, de la sciure de bois, qui peut éventuellement faire proliférer les micro-organismes et augmenter les niveaux d'exposition. Lorsqu'on veut étudier l'impact sur la santé, on doit déployer un devis d'études en santé respiratoire occupationnelle. Donc, par exemple, dans le cadre d'un projet de recherche, si on veut, comme dans notre cas, étudier, par exemple, je vous donnais l'exemple des poules pondeuses, l'impact sur la santé respiratoire des nouvelles façons d'élever les poules pondeuses, donc en liberté ou en cage enrichie.
Bien, on doit choisir lesquels tests on va faire subir, entre guillemets, à certains volontaires travailleurs qui voudront bien participer à nos études. Puis, je vous montre un peu le genre de tests qu'on peut faire ou le genre de tests, en fait, qu'on fait pour non seulement décrire les impacts sur une population de travailleurs, mais aussi à titre individuel quand des gens ont des problèmes, là, eux-mêmes particulièrement dans leur milieu de travail. Premièrement, il y a les questionnaires sur la santé respiratoire, qui sont des questionnaires plus ou moins élaborés dépendamment de nos objectifs. Nous, on va faire l'historique, en fait, de la santé, autant le statut tabagique que les habitudes, que les symptômes que les gens ressentent pendant qu'ils travaillent. On peut faire des tests de fonction respiratoire. Et là, ça, c'est les tests de fonction respiratoire, les tests d'allergie, les prises de sang, bien sûr, ça nous oblige à déployer une infirmière, un infirmier sur le terrain qui va aller justement faire ces tests-là chez les travailleurs. Donc, les fonctions, c'est vraiment de faire souffler quelqu'un dans une machine puis voir est-ce que cette personne-là souffrirait d'un syndrome obstructif ou restrictif. Donc, es-tu susceptible d'avoir une maladie pulmonaire obstructive comme l'emphysème ou qui serait peut-être plus susceptible à développer de l'asthme. Alors, il y a des tests qui permettent de faire la différence entre les deux selon le type de fonction respiratoire que la personne va démontrer. Les tests d'allergie, on a développé avec les années où on s'est équipé là, de différents allergènes spécifiques comme les allergènes de poules, de cochons, de vaches, de graminées. Donc, ça, certains d'entre vous l'avaient peut-être déjà eu, c'est la photo du centre avec les petites graphines sur le bras. Fait que ça aussi, on doit faire ça sur le terrain. Les prises de sang, même chose, pour regarder les cytokines inflammatoires. Donc, les personnes ont-tu dans leur sang des molécules qui démontrent ou qui proposent que ces personnes-là sont en inflammation? Parce que ce qu'on avait démontré aussi au début des années 2000, c'est que les travailleurs, comme les travailleurs de port, ont tendance à n'avoir aucun symptôme rapporté lorsqu'on les questionne. Cependant, au niveau de leur sang, ils sont en statut inflammatoire souvent toute leur carrière. Puis, en fin de carrière, ils vont développer ce qu'on appelle la bronchite chronique, donc une maladie obstructive qui est irréversible, puis qui est causée par des années d'exposition, puis d'inflammation à bas bruit jour après jour. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut voir dans la prise de sang. De façon plus invasive, on peut aussi inviter les producteurs à venir subir ce qu'on appelle un lavage broncho-alvéolaire. Donc, il va venir à l'hôpital, puis il y a un médecin qui va laver une partie du poumon pour récolter des cellules inflammatoires puis regarder qu'est-ce qui se passe dans son poumon. Puis les patients qui sont atteints de la maladie du poumon de fermier vont subir ce genre de test-là pour être capable de faire un bon diagnostic. On peut écouvillonner le nasopharynx pour voir qu'est-ce que la personne a dans son nez, autant d'un point de vue inflammatoire que d'un point de vue microbien. On peut faire un lavage nasal aussi, des débits de pointe, la petite machine bleue que vous voyez. Donc, les gens vont souffler dedans matin et soir pour voir est-ce qu'en fin de journée, j'ai moins de souffle que le matin. Puis ça, c'est un truc qu'on observe vraiment souvent chez les travailleurs agricoles. On appelle ça un shift change, donc un changement à travers le corps de travail au niveau vraiment de la capacité respiratoire. On peut faire des tests à la métacholine. Ça, c'est pour déterminer si la personne est hyperréactive, donc si elle est en train de développer des symptômes d'asthme. Et est-ce qu'elle est capable de réverser son hyperactivité par du Ventolin, par exemple, les pompes de bronchodilatateurs? Puis je vous rappelle que tous ces tests-là dont je viens de vous parler peuvent être faits dans le cadre de projets de recherche, mais aussi, si jamais un jour vous avez des problèmes ou vous êtes conscient que quelqu'un a un problème, mais en parlant à un médecin de famille, éventuellement, ils vont vous référer avec des médecins de santé au travail, puis c'est toutes des choses qui peuvent aussi être faites pour vraiment voir si l'exposition bioaérosol peut causer des maladies respiratoires. Là, je vais vous parler plus spécifiquement d'un de nos projets qu'on vient de terminer sur les fermes laitières parce que c'est plus contemporain. Mon étudiant, Kevin Bergeron, vient de terminer sa maîtrise, puis on s'est intéressé dans le cadre d'un projet financé par Agrivita. On s'est intéressé aux nouvelles conditions d'élevage dans les fermes laitières. Donc, au niveau des recensements, là, juste des chiffres pour présenter un peu des métriques, il y a près de 5000 fermes dans le domaine laitier au Québec. Puis, en moyenne, il y a à peu près 76 animaux par élevage. Donc, ça donne un peu, on voit que le profil est en train aussi de se modifier là, depuis quelques années. Il y a deux grands types d'élevage. Stabulation entravée, c'est vraiment la façon conventionnelle de travailler avec les vaches attachées, les plus petits bâtiments, puis aussi plus vieux selon les recensements. Puis, ça serait à peu près 90% des fermes laitières au Québec. Puis, la stabulation libre, c'est un élevage alternatif qui permet aux vaches de circuler librement puis, ils ont accès à des enclos avec des logettes. Habituellement, c'est des bâtiments plus récents, beaucoup plus grands. Ça représenterait à peu près 10% des fermes laitières au Québec. Et selon les producteurs de lait, ce serait lié aussi à une meilleure production de lait. Donc, dans ce projet-là, financé par Agrivita, on s'est intéressé à ces deux types d'élevage-là. Malheureusement, on n'a pas recruté beaucoup de fermes. On avait juste
4 fermes dans chaque groupe, je pense, ou 5 fermes dans chaque groupe. On a voulu regarder c'était quoi l'ambiance, la qualité de l'air dans les 2 types de fermes, regarder avec certaines mesures de ventilation s'il pouvait avoir une différence aussi flagrante que ce qu'on observe dans les poulets en liberté par rapport aux poulets en cage conventionnelle. Donc, les bioaérosols dans les fermes laitières, mais pourquoi on s'intéresse à ça, c'est que c'est vraiment super complexe. Il y a beaucoup de poussière causée par l'utilisation de foin, entre autres, la paille aussi, qui va contenir des bactéries, des moisissures, des allergènes, des endotoxines aussi, qui sont des composés bactériens, et des mycotoxines. Puis, il y a plein de sources possibles dans la ferme de contamination. Fait que ça ne vient pas juste, par exemple, du lisier, mais ça peut venir du fumier, de la litière, du foin, de l'ensilage ou du grain. Et je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut aussi venir des animaux eux-mêmes qui vont bien sûr libérer des bioaérosols par leur peau, par leur squame de peau qui va se libérer. Il n'y a vraiment pas beaucoup de données au niveau de la santé respiratoire chez les producteurs du Québec. Les dernières études qui dataient du Québec étaient faites par mon ancien directeur de thèse, Dr Cormier, qui a pris sa retraite il y a plusieurs années, qui était vraiment le spécialiste de la maladie du poumon de fermier au Québec. Selon une étude récente là, que j'ai trouvée cette semaine, qui date de 2023, où on répertorie les risques d'avoir des maladies respiratoires lorsqu'on est un producteur laitier, ben, il y aurait 9 à 17 qui présenteraient des problèmes respiratoires. Les odds ratio, c'est les risques, les facteurs de risque. Donc, c'est 2,5 fois plus de chances d'être asthmatique et 1,8 fois plus de chances de souffrir de bronchite chronique lorsqu'on est producteur laitier. Donc, c'est quand même beaucoup. Et puis, le changement aussi en fonction le changement dans les fonctions respiratoires en fonction de la journée, donc entre le matin et le soir. Fait ici, je vous ai mis juste, à titre informatif, un extrait du tableau qui est présenté dans l'article, mais on voit vraiment qu'il y a cet article de revue-là répertorié l'ensemble des études, mais c'est beaucoup Norvège, la France, aux États-Unis. Il n'y a à peu près aucune donnée récente sur la qualité, la santé respiratoire des travailleurs laitiers. Il y a fort à parier qu'au Québec, bien, ça ressemble beaucoup au reste du monde en ce qui concerne les prévalences des différentes maladies. J'ai nommé à quelques reprises la maladie du poumon du fermier. C'est quoi cette maladie-là? C'est une maladie qui a été décrite dans les années 60 par un chercheur anglais. Puis, c'est particulier, c'est que c'est la plupart du temps causé par un agent que je vous nomme ici, le Saccharopolyspora activirula, qui est une bactérie, mais qui est une bactérie thermophile qui va se développer dans le foin lorsque le foin est mis en balle trop humide. Donc, on sait que ça va se mettre à chauffer, le foin va monter en température. Il y a des moisissures thermophiles qui vont se mettre à pousser, mais il y a aussi cette bactérie-là qui est un actinomycète, donc qui va se développer ça pousse à 50-55 degrés, puis qui a un fort potentiel immunogène qui va déclencher donc une maladie de type retardé. Donc, les gens font de la fièvre le soir, font de la fièvre en fin de journée, puis jour après jour, comme ça, leur situation va dégénérer. Ça va mener éventuellement à une fibrose, baisse des fonctions respiratoires. Puis ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas de traitement disponible à part les corticostéroïdes par la bouche, qui sont quand même dangereux à prendre sur du long terme. Donc, dans les années 90, il y avait 3 producteurs, 0,3 %, donc 3 producteurs sur 1000 au Québec qui étaient atteints. Puis on pensait qu'il y avait jusqu'à 10 des producteurs qui possédaient des anticorps très réactifs à la bactérie, donc qui étaient à risque de développer éventuellement la maladie du poumon de fermier. Ce qui est intéressant, c'est que la prévalence de cette maladie-là dépendait d'année à année, c'est-à-dire selon la quantité de précipitations, les conditions dans lesquelles le foin était mis en balle. Donc, plus c'est humide, plus il y a de chances qu'après ça, le foin chauffe et la bactérie se développe. Ça arrive aussi parce que la maladie du poumon de fermier existe aussi à cause de d'autres agents, mais ailleurs dans le monde. Ça peut être à cause de certaines moisissures, certaines autres bactéries aussi, mais il existe aussi l'équivalent dans plein de domaines. Il y a le poumon du saxophoniste, le poumon de l'humidificateur, je vais vous parler plus tard du poumon du frotteur de fromage. Donc, l'alvéolite allergique ou la pneumonite d'hypersensibilité peut être causée par une foule d'organismes. Puis il y a même des auteurs qui ont suggéré qu'à peu près n'importe quoi auquel on est exposé jour après jour en grande concentration pouvait déclencher cette maladie-là. Aujourd'hui, la maladie est beaucoup moins fréquente parce que les producteurs ont comme développé à quelque part les stratégies d'emballage des balles de foin plus humides pour faire l'ensilage, fait que ça a un peu réglé certains problèmes. Il y a aussi une meilleure sensibilisation du séchage du foin aussi, là, quand c'est possible. La seule façon de démontrer, hors de tout doute, que vous êtes, par exemple, atteint de cette maladie
maladie-là, c'est vraiment de mesurer les anticorps dans votre sang qui circulent contre une certaine bactérie, donc celle que je viens de vous montrer, le SR, la Saccharopolyspora tictigula, ou un autre micro-organisme qu'on va trouver en abondance dans la ferme. Et ça va se faire à partir d'une prise de sang, où là, on va quantifier en quelque sorte la quantité d'anticorps. Puis cette quantité d'anticorps-là va vraiment nous donner à quel point vous êtes réactif à quelque part à ce micro-organisme-là. Ça va faire partie de la chaîne de diagnostic. Malheureusement, si un producteur laitier est diagnostiqué avec cette maladie-là, la seule solution, c'est de se retirer de son milieu de travail et de changer de type de travail. Donc, c'était vraiment une maladie à très haut impact financier au Québec là, dans les années 90. Avec les années, je vous présente ici une étude que j'ai publiée à la fin de mon doctorat, où on quantifiait la bactérie responsable du monde fermier dans des fermes. On avait en tout une quarantaine de fermes. Puis, on a refait une étude similaire dans les années 2010, juste pour vous montrer qu'à gauche, on avait utilisé des approches de culture et à droite, on avait utilisé des approches moléculaires pour quantifier. Puis, dans les deux cas, on obtient à peu près les mêmes taux. Puis ça, c'est vraiment parce que cette bactérie-là, elle a une façon de résister à l'aérosolisation qui est complètement spectaculaire. Donc, être dans l'air, d'habitude, les micro-organismes n'aiment pas ça, mais cette bactérie-là, elle aime être dans l'air, elle est faite pour ça. On dirait qu'elle était faite pour être respirée, donc elle est d'autant plus capable de s'acclimater au stress de l'air, puis éventuellement d'être projetée. Donc, c'est étonnant parce que c'est un des seuls micro-organismes pour lesquels on a une si bonne adéquation entre la culture et les méthodes moléculaires pour la détecter. Donc, c'est sans doute une bactérie qui est très bien adaptée à ce genre de milieu-là. Là, j'avais prévu une petite pause pour répondre à des questions si jamais il y en avait. Fait que, Maryse, je te laisse aller. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, j'en vois pas. Par contre, Caroline, je ramène tout le temps notre monde fromager, là, puis, étant donné que tu mentionnes qu'il y a quand même plus de moisissures sur les fermes laitières, puis on a quand même plusieurs fromagers fermiers dans notre environnement au Québec. C'est quand même une belle démonstration de l'importance on dit que ce ne soit pas les mêmes personnes où il faut changer là, quand on passe de la ferme à la fromagerie. Jusqu'à quel point un vêtement peut transporter la flore comme de l'étable à la fromagerie? Est-ce que c'est Ça peut direct? parfaitement. Ouais. Moi, je pense que oui. Puis en plus, je dirais, je ne suis vraiment pas spécialiste là-dedans, mais j'espère que les concepteurs des bâtiments pensent aussi à de la ventilation directionnelle ou garder l'endroit propre en pression positive pour éviter l'entrée des contaminants. J'ai quelques exemples pour finir ma présentation vraiment en industrie fromagère ou en industrie alimentaire où vraiment les gens mentionnent que oui, le vêtement du travailleur peut être un vecteur de transport, même des microbes de l'air qui vont aller sur ces vêtements puis après dans l'autre endroit plus propre. Mais c'est sûr que ça peut arriver. Donc, je pense que ça fait partie comme de la chaîne de biosécurité, de vraiment faire attention, puis de garder en tête aussi que les micro-organismes vont voyager avec les courants d'air, hein, puis ils vont être capables d'aller se coller à peu près n'importe où par la suite. Là. Oui, intéressant. Puis, écoute, on va te laisser aller. Puis, vu que tu as des exemples plus du domaine, on va peut-être avoir plus de questions tantôt. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais en tout cas. Oui, non, mais c'est intéressant quand même. On ne se rend pas compte de toutes ces maladies-là. Puis, oui, j'ai toujours pas de questions dans le chat. Là, fait qu'on garde ça pour la fin. Vous êtes encore en forme. Parfait. Donc, dans l'élevage, les élevages laitiers, c'est quoi les activités productrices de bioaérosol? Ben, il va y avoir l'épandage justement de litière ou de l'alimentation, les activités de traite, la rumination des vaches aussi, la taille des sabots, puis les mouvements des vaches. Puis là, c'est pour ça que je vous disais tantôt que stabulation libre, on avait émis l'hypothèse que peut-être que l'air ambiant va être plus contaminé parce que les vaches sont en mouvement, qu'on pourra observer le même genre de choses qu'on a observé chez les poules en liberté. Ça, je vous en ai parlé un petit peu, des maladies qui sont retrouvées là, vraiment spécifiquement dans les élevages laitiers. Mais ce dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est les maladies infectieuses, parce qu'il y avait aussi un aspect vétérinaire à notre projet, parce que bien sûr, on travaille beaucoup en association avec des ingénieurs, mais aussi des gens plus d'un point de vue de la santé animale, pour les zoonoses, mais aussi pour les bactéries impliquées dans la santé des animaux. Donc, il y a le Staph aureus aussi qui cause des mammites, qui peut aussi causer des infections chez les animaux et les humains. Klebsiella pneumoniae, qui va aussi causer des mammites et des pneumonies
des mammites chez les animaux, des pneumonies chez les travailleurs. Coxiella burnetii, là, qui va causer des avortements chez la vache et la FIFQ chez les êtres humains. Puis toutes les bactéries là, que vous connaissez sans doute mieux que moi, associées aux intoxications alimentaires, qui peuvent être retrouvées dans l'élevage laitier. Et bien sûr, l'Aspergillus fumigatus, qui est un champignon qui va se développer dans le foin, justement, qui chauffe, puis qui peut causer des aspergilloses bronchopulmonaires. Donc, c'est vraiment des maladies infectieuses. Parce que la plupart des maladies dont je vous ai parlé, ce n'est pas des infections, c'est vraiment toutes des maladies de sensibilisation, des irritations, des choses comme ça. Fait qu'on voulait vraiment aller un petit peu plus loin, caractériser l'aire des fermes entravées et libres, mais aussi de regarder au niveau de ces micro-organismes-là. Au tout début de présentation, je vous ai mentionné les limites suggérées d'exposition. C'est vraiment difficile parce que contrairement à l'eau, aux aliments qui sont hyper bien réglementés, on sait combien de bactéries on peut trouver dans un aliment pour qu'il soit consommé, on sait combien de pathogènes ou de coliformes qui peuvent être trouvés dans de l'eau de consommation. Mais au niveau de l'air, il n'y a aucune norme, sauf, en fait, il y a une norme par rapport à la poussière. Poussière organique totale, c'est la seule chose qui est disponible là, à l'OSHA, ou bien la poussière de bois, mais là, on est un peu loin de l'agriculture. Il y a une valeur d'exposition aux endotoxines, qui est vraiment une composante des bactéries à gram négatif, qui est proposée à 90 unités d'endotoxines par mètre cube d'air. Pour vous donner un exemple, là, ça m'arrive souvent dans des porcheries d'avoir 10 millions d'unités d'endotoxines par mètre cube d'air, puis on recommande 90. Puis avec 10 millions, les gens ne sont pas en train de mourir non plus. Fait que c'est super difficile d'appliquer un truc comme ça, parce qu'en agriculture, c'est juste pas applicable 90, c'est trop faible. Bactéries totales qui est suggérée par l'IRSSC, 10 000 bactéries cultivables par mètre cube. Encore là, on est souvent dans l'ordre de 10 à la 7 ou 10 à la 8. Bactéries à gram négatif, 1000. Encore là, c'est beaucoup faible. C'est très faible par rapport à ce qu'on trouve. Fait que ces recommandations-là, ça ne fait pas force de loi. C'est des recommandations, des suggestions. Fait qu'après ça, on doit comparer nos niveaux avec ça. Parce qu'on sait que souvent, dans des modèles animaux, dans des études épidémiologiques, des niveaux plus élevés que ça sont associés à une augmentation des risques de maladie. Mais en tant que tel, quand on mesure la concentration, on ne peut pas faire le lien direct avec ce producteur-là va être malade parce qu'il y a telle affaire dans son air. C'est vraiment d'un point de vue épidémiologique qu'on est capable de faire les liens. Cette étude-là ici faisait le sommaire, en fait, de l'exposition. C'est la même étude que j'ai citée tantôt. J'ai oublié de remettre la référence, mais ça date de 2023 sur ce qui a été trouvé dans l'air des fermes laitières là, pendant les études des 10 dernières années. Puis ce qui est intéressant à voir, c'est que par exemple, ici, il y avait des échantillons à partir de différentes fermes et on voit ici les valeurs qui sont retrouvées soit en poussière ou en endotoxines. Par exemple, ici, les endotoxines, vous voyez un bon exemple, ça allait de 0 à 1595 unités par mètre cube, puis je vous dis que la recommandation, c'est 90. Ici, les endotoxines allaient jusqu'à 8000. Fait que ça, on voit à quelque part qu'on essaie de se comparer, mais c'est très, très difficile de conclure là, lorsqu'on fait des analyses comme celle-là au risque individuel de chaque personne. Alors, nous, dans nos fermes, ce que je vous présente là, c'est les données qui n'étaient pas complètes. On n'avait pas encore les 5 fermes, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur. On avait, je vous disais tantôt, que les bactéries, ce qui était recommandé total, c'était 10 000 bactéries par mètre cube. Et nous, on a en moyenne, vous voyez, on est autour de 10 à la 7, 10 à la 8 bactéries totales. Là, c'est sûr que ça se fait par approche moléculaire. Fait qu'on peut imaginer qu'on est plus sensible que si on faisait de la culture, mais quand même, les niveaux bactériens sont quand même assez élevés. Puis ici, c'est une méthode moléculaire pour les pénicilliums et les aspergillus ensemble, mais on est aussi quand même assez élevé. Des fois, on va jusqu'à 10 à la 9 là, par mètre cube d'air dans les fermes. On a aussi regardé au niveau de la litière souillée, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entérobactéries, beaucoup de bactéries qui causent la maladie du poumon de fermier, beaucoup de colis aussi, du staph et du Coxiella burnetii. Puis on a discuté avec des chercheurs de faculté de médecine vétérinaire, puis ils étaient très intéressés par ces données-là parce qu'on a aussi du Coxiella burnetii dans l'air, mais on avait sélectionné des troupeaux pour lesquels il n'y avait pas de maladie là, qui avait l'air causée par cette bactérie-là. Fait en fait, ça nous démontre que l'air aussi, ça peut être une bonne façon d'enquêter sur ce qui se passe dans un bâtiment. Donc, si on trouve certains pathogènes, est-ce que c'est des indicateurs qu'éventuellement, il y a des trucs qui s'en viennent, il y a des risques d'avoir des mammites, il y a des risques d'avoir des avortements chez les vaches quand elles mettent bas ou quand elles sont
ils attendent un veau. Donc, c'est un peu ça qu'il faut regarder. À quel point cet échantillon d'air-là peut nous donner de l'information vraiment sur la santé du troupeau, puis aussi les risques, bien sûr, à la santé des travailleurs. Je vous parlais des moisissures. C'est un gros défi au niveau des bioaérosols d'étudier les moisissures. Puis, depuis quelques années, on a développé une méthode, en fait. On était les premiers à se pencher là-dessus. C'est lorsqu'on échantillonne l'air, souvent, après ça, on va extraire l'ADN, on va regarder, quantifier les différentes moisissures par PCR. Maintenant, ça va se faire de cette façon-là. Mais des spores de moisissures, c'est tellement difficile à attraper, sont très hydrophobes, sont difficiles à centrifuger. Fait qu'on a vraiment développé une méthode qui nous a permis de regarder dans les fermes laitières, c'est quoi la biodiversité de moisissures, puis de comparer aux approches culture qui ont été publiées pendant les 50 dernières années. Là. Puis, c'est intéressant, là, c'est un peu indigeste, là, mais je vous présente juste. Ici, c'était 4 fermes laitières qu'on a étudiées. Vous avez à droite, chaque couleur représente un genre de moisissure différent. Fait qu'on voit que ça varie beaucoup d'une ferme à l'autre, mais c'est aussi hyper riche en diversité. Puis, le graphique de gauche vous présente vraiment la différence entre le séquençage et la culture pour être capable de trouver, en fait, c'est quoi les moisissures qu'il y a dans l'air. Puis celles qui sont enfoncées, le Pénicillium aspergillus bipolaris, c'est les seuls genres qui ont été trouvés avec les deux approches. Donc, ça démontre aussi qu'on doit encore travailler pour bien décrire le niveau d'exposition des gens, qu'est-ce qu'il y a précisément dans l'air, parce que tant qu'on n'a pas cette information-là, c'est bien, bien difficile d'aller plus loin, puis d'après ça, décortiquer là, les conséquences sur la santé. Donc, en industrie alimentaire, il y a quelques exemples là, dont je voulais vous parler. L'industrie alimentaire, je le mettrais au niveau des bioaérosols en 2 catégories. La première catégorie, c'est les bioaérosols associés au procédé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le procédé. Donc, soit qu'il y a un substrat qui se dégrade, il y a de l'activité microbienne indésirable ou il y a une contamination. Ça, c'est le premier cas de figure. Et dans l'autre cas de figure, je vous dirais, c'est les bioaérosols associés à l'utilisation délibérée de micro-organismes, donc des ferments, des agents microbiens qui sont utilisés pour la production de fromage, de saucissons, de champignons, etc. Donc, dans le deuxième cas, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on sait qu'on va avoir. On le sait qu'il y en a parce qu'on les utilise en concentration élevée pour notre procédé. Puis dans la première situation, ça va être une situation où là, c'est plus un indicateur d'un problème. Puis là, on va plus nager dans l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Puis là, on est à la recherche de façon beaucoup plus ouverte d'un agent éventuel qui pourrait causer problème. Il y a quelques années, avec mon collègue Sylvain Monod à l'Université Laval, on a fait une étude sur les aérosols viraux et l'industrie fromagère. Donc, on s'est intéressé à la présence de 2 phages, 936 et C2, là, qui étaient présents dans des industries, je pense que c'était du cheddar, me semble. Puis, on avait fait des échantillons d'air avec différents appareils et des échantillons de surface aussi. Puis, ce qui est intéressant, c'était de démontrer que, par exemple, avec différents types d'échantillonneurs, des fois, on avait jusqu'à 100% d'échantillons qui étaient positifs pour un certain bactériophage, mais dans l'air. Ensuite, on avait fait aussi des surfaces, des poignées, des surfaces dans l'industrie. Fait que vraiment, on avait conclu après cette étude-là que lorsqu'il y a un désir vraiment d'assurer comme la sécurité puis d'empêcher la contamination des lots de fromage d'une fois à l'autre en utilisant des souches résistantes ou avoir différentes stratégies comme ça au niveau vraiment de la production, bien souvent on oublie que l'air peut être un vecteur puis que ça peut aller beaucoup plus loin puis de façon beaucoup plus insidieuse que de juste nettoyer les récipients, les contenants dans lesquels on travaille. Donc, l'espèce de transport des bactériophages dans l'air, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Puis, Sylvain avait publié un article quelques années après, en 2013, où il avait vraiment mentionné que la formation d'aérosols pourrait être éventuellement une voie de propagation des phages dans l'industrie et de faire attention à la ventilation. Puis, peut-être aussi réfléchir à introduire dans les systèmes de ventilation mécanique peut-être des mécanismes pour inactiver ces bactériophages-là. Puis il mentionnait dans son article la photocatalyse avec 1 ou 2 références. Bon, on va voir plus tard qu'il y a d'autres approches de mitigation aussi qui peuvent être déployées, mais d'avoir ça en tête. Puis je vous dis que dans ma revue de littérature que j'ai faite, je n'ai pas fait une vraie méta-analyse, mais j'ai parcouru dans les dernières semaines la littérature. Il y a très, très peu de données sur l'importance, le rôle que joue l'air dans la dispersion des phages dans les usines alimentaires, plus spécifiquement dans tout ce qui est fermentation lactique. En 2019, il y a un article très intéressant qui présentait les bioaérosols, mais dans l'industrie alimentaire un peu plus généralement.
en parlant justement de l'air comme vecteur de transmission, entre autres, de maladies ou de pathogènes à l'intérieur des produits, qui pouvait aussi mener à la perte des produits parce qu'il y avait comme une contamination en quelque sorte d'un produit vers sa phase finale. Puis, ce qui ciblait, eux autres, selon les endroits où il y avait le plus de problèmes potentiels, c'était les boissons, les produits laitiers, les produits cuisinés ou les formules pour nourrissons, qui ont des niveaux peut-être de sécurité qui doivent être plus rigoureux parce que ma compréhension, c'était que ces aliments-là n'étaient pas réchauffés ou recuits après être mis sur le marché. Donc, il y aurait une recontamination par l'air possible après les dernières étapes de chauffage et avant le remplissage ou l'emballage de ces produits-là. Alors, selon cet article-là, dans les installations de production laitière, les opérations de séchage par pulvérisation et de broyage ont été signalées comme des moyens possibles de transfert microbien et rendant la dissémination des agents pathogènes par la ventilation probable. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel les gens pensent toujours? Selon cet article-là, c'était le cas. Donc, il y a une prémisse, c'est que les pathogènes sont capables de survivre dans l'air, que certains sont adaptés à ce stress-là, sont capables de survivre et quand ils se transmettent d'un endroit à l'autre, ils vont être capables de recontaminer efficacement un produit. Les moisissures et les levures, ils parlaient de réduction du temps de conservation d'un aliment. Ça peut être une problématique, même si on ne parle pas de la santé, mais ça peut vraiment être au niveau du temps de tablette, en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionnait que, ça c'est vrai, que 99% des particules dans l'air ne vont pas tomber éventuellement sur une surface. Donc, de nettoyer les surfaces, ce n'est pas assez. Il faut vraiment filtrer l'air ou nettoyer l'air. Puis c'est intéressant parce que j'ai trouvé des études, je vous dirais, de très mauvaise qualité où les gens ont ouvert des pétris, ont laissé ça comme à des endroits en espérant avoir des particules sédimentées, la fameuse méthode de pétri ouvert. Et en admettant ensuite que 99% des particules ne tomberont jamais sur une surface, on se rend bien compte que cette méthode-là de pétri ouvert est complètement inutile. Il faut vraiment avoir un échantillonnage actif de l'air pour capter toutes les particules, éventuellement pour les étudier de façon efficace. Alors, comment est-ce qu'on peut contrôler qu'est-ce qu'il y aurait dans l'air d'une industrie alimentaire? Bien, les différentes approches, ça va être vraiment la filtration. Utiliser une pression positive aux zones à risque. Donc, la pression positive, comme vous devez le savoir, ça va être de mettre l'air de notre zone à risque en plus haute pression que les zones autour. Donc, à quelque part, l'air a tendance à s'enfuir de la pièce et non pas à entrer. Utiliser des facteurs d'ambiance comme jouer sur l'humidité relative ou la température, justement, pour minimiser la survie des micro-organismes dans l'air. Et utiliser l'UV, l'ozone, la fumigation, le plasma, qui peuvent être tous des outils déployables en industrie. Il faut avoir en tête qu'il y a des biofilms qui peuvent se former à certains endroits, comme des drains, par exemple, former subséquemment des bioaérosols et aller contaminer différents sites par l'air, après ça, à plus grande distance. Avec ma collègue à l'université, Julie Jean, on étudie présentement, par exemple, la survie des virus gastro-intestinaux dans l'air en essayant de mimer, par exemple, un épisode de vomissure ou mettons, si un travailleur dans une usine a la gastro, s'il vomit dans l'usine, comment est-ce que les virus vont pouvoir après ça se propager beaucoup plus loin que la zone qui aurait été nettoyée puis contaminer les aliments à grande distance, puis où est la distance sécuritaire justement d'un événement d'aérosolisation comme ça, soit par un drain, un biofilm ou un épisode de vomissure par un travailleur. Aussi, on croit que chaque industrie devrait mesurer les bioaérosols et d'intégrer ça dans un plan de surveillance et un plan de sécurité éventuellement pour s'assurer que ce n'est pas une source de contamination des aliments. On a des collègues en France, donc Philippe Duquesne, Colette Lebac, qui ont étudié. Ces gens-là sont à l'INRS à Nancy, puis ils se sont intéressés au brossage des saucissons. Ce qu'ils avaient décrit dans cette affiche-là ici, c'était que, bien sûr, le pénicillium qui est utilisé pour le saucisson, c'est une utilisation délibérée, on sait qu'il est présent. Puis, il avait démontré vraiment que la quantité de moisissure qui était présente là, lors du brossage était très, très élevée. Puis, un petit peu plus tard, une autre équipe a étudié justement le potentiel allergène de ce champignon-là. Il a démontré qu'il y avait des cas de pneumonie d'hypersensibilité, donc c'est pareil que la maladie du poumon de fermier, et de la toux chronique et de l'asthme chez les brosseurs de saucissons qui sont exposés de façon répétée à ce champignon-là. Et on voit ici dans le titre de l'article, les précipitines sériques, c'est vraiment les anticorps dont je vous parlais tantôt. Donc, ça prouve vraiment quelque part que les gens sont exposés, puis c'est à ça qu'ils sont en train de réagir. Et on voit ici tous les symptômes qui sont observables chez ces gens-là.
Il y a la même chose similaire chez les travailleurs de fromage. Donc, ils appellent ça même le cheese washer lung. Aussi une pneumonie d'hypersensibilité, même genre de maladie, même affaire, pénicillium aussi, vraiment causé par une réaction allergique et aussi une présence peut-être de toxines là, à l'intérieur du champignon. Puis que l'environnement froid et humide peut aussi exacerber la réponse. Donc, ça pourrait rendre le travailleur plus sensible à une réponse pulmonaire lorsqu'il travaille, évolue dans un milieu humide et froid aussi. Enfin, la pyramide que je vous présente ici, c'est la pyramide officielle du NIOSH, qui est l'Institut américain de santé au travail, qui propose vraiment une hiérarchie de contrôle pour minimiser l'exposition au bioaérosol. Et on voit ici que ce qui est en bas de la pyramide, en fait, ce qui est le moins souhaitable, c'est la protection respiratoire. Puis c'est vrai pour tous les milieux, c'est que lorsqu'on met sur les épaules de quelqu'un la responsabilité de se protéger lui-même, bien, il y a une contrainte associée à ça. Mais en agriculture, je vous dirais que c'est très difficile à appliquer parce qu'il y a de la poussière, parce que c'est inconfortable, parce que les gens travaillent souvent physiquement puis ont de la difficulté à supporter le masque. Donc, vraiment, la meilleure approche qu'on dit, c'est dans le cas de l'agriculture, je pense, c'est vraiment, et de l'alimentaire, les méthodes d'ingénierie, donc vraiment la ventilation, et les méthodes de mitigation. Là, nous, on a beaucoup étudié l'aspersion d'huile de canola, la précipitation électrostatique, les différents traitements de l'air qui vont éventuellement détruire les micro-organismes. Aussi d'avoir un bon contrôle des procédés, la qualité du matériel qui est manipulé, qualité du foin, des substrats, utiliser le moins possible d'activités qui vont générer des bioaérosols vont à la fin probablement permettre aux personnes d'être moins exposées à ces contaminants-là dans le milieu de travail. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous ai laissé, c'est mon équipe version 2023, c'est la photo de cet été. Donc, je suis super bien entourée. Kevin, qui est ici en avant, c'est lui qui a travaillé sur le projet des fermes laitières. Je vous laisse ici ma page web, notre page Facebook de Labo, où on fait beaucoup d'annonces, de nouvelles sur nos projets. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Puis je sais que Maryse a aussi des messages pour la fin, mais bon, je ne sais pas s'il y a des questions. On peut commencer par ça. Oui, écoute, oui, j'en ai des questions. Il n'y en a pas sur le chat pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on. Tu sais, tu as parlé des maladies associées au frottage du fromage, là, puis pour nous, c'est quand même, ça nous interpelle un peu là, parce qu'on est constamment dans cet environnement-là par rapport aux fromagers avec lesquels on travaille. Est-ce qu'il y a des. Là, on t'a parlé de pénicillium. Est-ce qu'il y a des. C'est directement associé aux particules ou il y a des espèces qui sont particulièrement allergènes ou qui causent plus de maladies? Tu sais, Pénicillium camemberti versus les espèces que tu as nommées, est-ce qu'il y a une différence? Parce que les alloirs de pâte molle sont remplis de Pénicillium camemberti. On utilise aussi beaucoup Geotrichum candidum. Est-ce qu'il y a des informations sur vraiment les. Très peu, mais pour la pneumonie d'hypersensibilité, là, ce qui était décrit dans les années 90, c'était que n'importe quel champignon en concentration suffisante pourrait déclencher une maladie comme ça. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de croire que les autres pénicilliums ou les géotrichums ou quelque chose d'autre qui serait constamment dans l'air, je pense vraiment que ça pourrait initier un genre de maladie comme ça. J'aurais tendance à dire que, je ne sais pas, dans votre environnement, c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant, mais la protection respiratoire, elle devrait être super importante, surtout dans les activités génératrices de grosses concentrations d'aérosols, justement, la manipulation, ces choses-là. Puis, bien sûr, de s'assurer d'avoir des bonnes ventilations pour pas que ça s'accumule dans l'air intérieur. Mais honnêtement, nous, on avait déjà fait des modèles de souris, on avait mis n'importe quoi, on avait mis différentes espèces de pénicillium, différentes bactéries, puis toutes les espèces qu'on avait mis finissaient par déclencher la maladie du poumon de fermier chez la souris. OK. Ah oui, ça m'interpelle beaucoup dans le sens que on fait beaucoup la promotion, protéger votre environnement. C'est important d'avoir un environnement avec de la bonne flore d'affinage. Souvent, on dit que c'est la meilleure protection contre l'hystéria parce que l'hystéria, c'est un opportuniste, puis elle va prendre de la place s'il n'y a pas votre flore dans l'ambiance. Fait que comme tu dis, hein, on est encore à la préhistoire de la recherche sur l'aérobiologie. Oui, c'est ça. Vraiment. Ben écoute, moi, je reste en réflexion là-dessus. Ben, c'est super intéressant. Je pense le fait qu'il n'y ait pas grand-chose en même temps. Je sais qu'il y a mon collègue Steve Labrie qui s'est intéressé à ça à un moment donné. On y avait même prêté des échantillonneurs d'air.
il y a toujours aussi la balance. C'est drôle, on vient d'avoir ce matin, là, une partie de mon équipe est en discussion avec les producteurs d'œufs d'incubation, puis ils sont beaucoup axés sur leur productivité, plus que par rapport à leur santé à eux autres. Tu sais, c'est ça leur préoccupation. C'est est-ce que mes oiseaux sont en santé? Est-ce que mes oiseaux vont bien produire? Mais là, on leur demande que, ouais, mais il y a de l'ammoniac qui dépasse les recommandations, c'est peut-être à risque pour vous. Mais ça, c'est. Fait que souvent, les gens qui font de la production sont beaucoup axés sur leur productivité, puis vont oublier qu'eux autres mêmes, ils peuvent être à risque d'être malades. Fait que c'est un peu aussi de ramener ça, ben, tu sais, j'ai une carrière que j'aime, ça serait plate de tomber malade. Ou Oui, à non, la fin de ma clairement. carrière, me rendre compte que, sans me rendre compte à bas bruit, j'ai développé des symptômes, j'ai pas été à l'écoute. Puis finalement, ben, j'ai une bronchite chronique ou j'ai une fibrose pulmonaire irréversible rendue à 65 ans, puis que là, ben, je pognais avec ça, mais je m'en suis comme pas rendu compte. Fait que d'avoir ça en tête, je pense que ça se prévient, on peut travailler là-dessus, puis de juste en parler, je pense que ça peut ouvrir des petites portes de réflexion. Ah oui, bien, c'est ça. L'élément aussi qu'on se dit, pour se protéger contre les mauvaises moisissures, il faut avoir beaucoup de bonnes. Tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, à un moment donné, il va falloir éclaircir le cas parce qu'effectivement, quand ton environnement est pas assez bien chargé de bonnes moisissures, ben, tu vas avoir des moisissures noires, vertes, tout ça que tu ne veux pas avoir, là. Exact, exact. Ouais. Bon, écoute, Parce que merci. on n'en a pas parlé, mais il y a les producteurs de mycotoxines, ça, les moissures ne sont pas toutes égales. Oui, bien, c'est Un ça. peu allergénique, probablement qu'un peu plus, mais tu sais, si on a du Stachybotrys, si on a des moisissures productrices des aspergillus, pas fumigatus, mais versicolores, entre autres, Mhm. des forts producteurs de mycotoxines, là, il peut y avoir un sacré problème après, mais complètement différent, là. Mais oui, par rapport à ça, ils ne sont pas toutes égales. On ne les veut pas toutes dans l'environnement. Ouais, ben oui, il n'y a pas de maladie dans les grottes là, que tu tombes quasiment instantanément inconscient quand tu Ça se peut. respires. Ah, ça Ouais. se peut, je ne suis pas au courant, mais oui, ça se peut. Bon, ben écoute, merci Tu beaucoup, voulais que je Caroline. passe tes Oui, diapos, ben, je Marie? vais faire les. Oui, je voulais te remercier avant, mais Oui, oui, ça me fait dans le fond, plaisir. je vais vous annoncer les prochaines causeries. Le 16 janvier, on va avoir une causerie sur la découpe des fromages. On va parler des grosses meules qu'on découpe à poids fixe et dans dans le même événement, on va voir la découpe et l'emballage du fromage. Donc, deux spécialistes dans le domaine qui vont discuter de ces sujets-là. Fait que si tu peux passer là. Puis là, on continue notre programme de physico-chimie du lait. La prochaine étape, l'étape 2, ça va être sur la filtration membranaire. Vous pouvez encore profiter des rabais d'inscription hâtifs, meilleur tarif avant la fin du mois de décembre pour pouvoir vous inscrire à la filtration membranaire et la standardisation du lait. Et aussi, on a notre événement, le prochain diapo, c'est peut-être sur le lait cru. Ah non, c'est le détail. C'est le détail. Vous pouvez aller sur notre site, cliquer sur le lien, puis vous allez avoir tout le contenu de la formation filtration membranaire. Puis là, c'est ça sur le fromage au lait cru. Puis justement, dans le cadre de cet atelier-là, ça serait, si ça t'intéresse, Caroline, on a beaucoup de fromagers fermiers qui sont dans cette production-là. Puis en tout cas, c'est peut-être des choses qu'on pourrait discuter de l'analyse de l'air là, dans les situations de producteurs transformateurs. Puis dans les petites entreprises, là, ils sont quand même en contact avec ça constamment. Donc, en Donc, tout cas, vous avez des photos qui donnent faim, vous autres, là? oui, hein? Mais c'est ça, des fois, les moisissures, ça fait du bon stock aussi, hein? Oui, donc c'est ça. Oui, parfait. Donc, bon, ben, je vous remercie tous. On va mettre fin à notre causerie pour. Merci de l'invitation, hein, vraiment. Oui.